Pour mettre un petit peu de méthode dans l'étude des réacteurs chimiques, on va proposer une classification double à la fois des réactions et des réacteurs. Alors, tout d'abord, la classification par les réactions. On va distinguer les cas où on va avoir en fait affaire à une seule phase, qui sera une phase fluide, soit un gaz, soit un liquide. On parlera alors de réactions homogènes, et elles seront mises en œuvre dans des réacteurs homogènes. Ou bien on va avoir plusieurs phases, une phase gazeuse, une phase liquide, ou une phase fluide avec un solide. Éventuellement, on va avoir les trois états en même temps. Et on parlera alors de réacteurs hétérogènes ou réacteurs polyphasiques. Ensuite, on va voir le nombre de réactions qui ont lieu à l'intérieur du réacteur. Alors, le cas le plus simple, c'est quand il y a une seule réaction, évidemment, mais on va aussi avoir beaucoup de cas où on aura plusieurs réactions, avec des cas assez typiques qui sont les réactions dites compétitives ou parallèles, où un même réactif va conduire à plusieurs produits, dont seulement un pourra nous intéresser, ou bien des réactions consécutives ou successives, où on va avoir un réacteur qui va se transformer en produit, mais ce produit est susceptible de se dégrader en un autre produit qui généralement ne nous intéressera pas, et donc il faudra faire en sorte de conserver le produit intermédiaire à cette série de réactions. Ensuite, on va s'intéresser à l'équilibre de la réaction. Alors, de la réaction principale lorsqu'il y a plusieurs réactions. La réaction principale, c'est la réaction qui conduit au produit qui nous intéresse. Alors, cette réaction, elle pourra être soit totale, soit réversible. Évidemment, ça aura des conséquences sur la manière de concevoir notre réacteur et aussi sur la manière dont il va fonctionner. Et puis enfin, en ce qui concerne les réactions, on va s'intéresser à la thermicité de la réaction principale. Donc, les réactions chimiques sont rarement athermiques. Elles sont pratiquement toujours soit endothermiques, il va falloir fournir de la chaleur pour permettre à la réaction de se faire, soit exothermiques, elles vont dégager de la chaleur qu'il va falloir évacuer. Maintenant, voyons la classification concernant les réacteurs eux-mêmes. On va s'intéresser à la manière dont ils évoluent dans le temps. On va avoir des réacteurs qui vont fonctionner en transitoire et des réacteurs qui vont fonctionner en régime permanent. Alors, quand on a des opérations discontinues, on va avoir forcément uniquement un régime transitoire. Quand on a des opérations continues, elles vont avoir des phases pendant lesquelles elles vont fonctionner en régime permanent, et puis aussi des phases pendant lesquelles elles vont fonctionner en régime transitoire, notamment pendant les démarrages, les arrêts ou les changements de consigne. En général, on fera la simplification quand on a une opération continue de considérer uniquement son régime permanent, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, deuxième chose qu'il va falloir regarder, c'est la manière dont le mélange réactionnel circule à l'intérieur de notre réacteur. On va avoir des réacteurs fermés, donc on n'a ni entrée ni sortie. On va avoir des réacteurs semi-fermés ou semi-ouverts, dans lesquels on va avoir une entrée mais pas de sortie, ou au contraire pas d'entrée mais une ou plusieurs sorties. Et enfin des réacteurs ouverts avec une entrée, une sortie, éventuellement plusieurs entrées. Évidemment, il y a un lien entre l'évolution dans le temps et le type de circulation du mélange réactionnel. Puisque quand on va avoir affaire à un réacteur fermé ou semi-fermé, eh bien on aura forcément des opérations transitoires. Alors que quand on a affaire à un réacteur ouvert, il pourra être en régime permanent. Et enfin, on va s'intéresser au degré de mélange à l'intérieur de notre réacteur, en distinguant deux cas qui sont les réacteurs idéaux, le réacteur parfaitement agité, qui, comme son nom l'indique, est parfaitement mélangé. On va avoir uniformité de toutes les grandeurs qui caractérisent le milieu réactionnel à l'intérieur du réacteur, donc la composition, la température, et ainsi de suite. Alors que dans un réacteur piston, comme son nom l'indique, eh bien, on va avoir une évolution de la composition, de la température, etc., le long de ce réacteur. Alors on les représente souvent par ce petit rectangle aplati. Souvent, ces réacteurs pistons vont être mis en œuvre dans des réacteurs tubulaires, d'où ce petit schéma. Et donc on va avoir le milieu réactionnel, les réactifs qui vont rentrer à l'intérieur du réacteur, qui vont évoluer au fur et à mesure de leur transit à l'intérieur du réacteur, et puis on va avoir les produits qui vont sortir ici. Et si on considère une petite tranche à l'intérieur de notre réacteur piston, eh bien, autant à l'intérieur de cette tranche suffisamment petite, on va pouvoir faire l'hypothèse de l'uniformité, du parfait mélange, mais par contre, il n'y aura pas de mélange avec tout ce qu'il y a juste avant et tout ce qu'il y a juste après dans notre réacteur piston. Donc on dit parfois que le réacteur piston, c'est le réacteur parfaitement démélangé. Et bien donc, en plus de ces réacteurs
idéaux, parfaitement agités ou pistons, eh bien on va avoir l'infinité de réacteurs réels avec des cas intermédiaires entre ces deux cas idéaux. Donc on a vu comment on allait pouvoir classer les différents types de réacteurs et de réactions, ce qui va permettre ensuite d'avoir une approche raisonnée des différents réacteurs pour pouvoir représenter leur fonctionnement.